Bonjour chers élèves, on va aujourd'hui rappeler le rôle intégrateur du neurone postsynaptique. Donc pour cela, on a le schéma du dispositif d'enregistrement suivant. 3 neurones présynaptiques, le neurone présynaptique est le neurone qu'on a en amont de la synapse, avant la synapse. Par exemple ici, N1 est un neurone présynaptique, le motoneurone M en bleu, un neurone postsynaptique. N2, N3 sont également des neurones présynaptiques et, comme nous l'avons dit tout à l'heure, grand M est le motoneurone postsynaptique. Un motoneurone, c'est un neurone qui commande par exemple des cellules musculaires ou des cellules glandulaires. Nous allons voir sur ce tableau les enregistrements effectués par 3 oscilloscopes. Un oscilloscope qui enregistre l'état électrique du péricardion du motoneurone, c'est l'oscilloscope O1, dont les enregistrements sont ici. Ensuite, un oscilloscope O2 avec une microélectrode intracellulaire plongée ici dans le cône axonique, qu'on appelle également cône d'émergence. Les enregistrements sont à ce niveau. Et enfin, un 3e oscilloscope, O3, qui enregistre l'état électrique de l'axone, mais loin du cône axonique. Première expérience, on porte une seule stimulation efficace soit sur le neurone N1, soit sur le neurone N3. Et voilà la modification enregistrée au niveau du péricardion, celle qui est enregistrée au niveau du cône axonique, et enfin l'état électrique de l'axone. Qu'est-ce qu'on constate? Lorsque N1 est stimulé, après dépolarisation de la membrane présynaptique, libération d'un neurotransmetteur dans cette fente synaptique, fixation de ce neurotransmetteur sur les récepteurs des canaux chimiodépendants de la membrane postsynaptique, diffusion d'ions, et je ne dirai pas lesquels, et vous avez ici une modification de l'état électrique du péricardion. Voilà cette modification. Elle s'apparente à un potentiel d'action, mais tout le monde constate là qu'on passe de moins 70 à moins 60. Donc on n'a pas atteint le seuil d'ouverture des canaux voltage dépendants. Cette légère dépolarisation est appelée un potentiel postsynaptique excitateur. Il se propage avec diminution d'amplitude jusqu'au niveau du cône axonique, et on le constate là. Mais arrivé au niveau du cône axonique, puisque son amplitude n'a pas atteint le seuil de moins 50, ici, il est bloqué. Il s'arrête là. Il ne se propage pas sur l'axone. Et au niveau de l'axone, on enregistre le potentiel de repos. Conclusion, la synapse N1 grand M est une synapse excitatrice. Donc pour identifier les synapses excitatrices, il faut que la stimulation du neurone présynaptique engendre au niveau du neurone postsynaptique une légère dépolarisation. Par contre, lorsqu'on porte une stimulation unique sur N2, regardez, il y a un renforcement du potentiel de repos. Il y a une hyperpolarisation qui est enregistrée. De telles hyperpolarisations sont appelées des potentiels postsynaptiques inhibiteurs. Et un potentiel postsynaptique inhibiteur n'atteint jamais le seuil. Conséquence, il va se propager de son lieu de naissance vers le cône axonique avec une diminution d'amplitude. Arrivé au niveau du cône axonique, il est bloqué.
Et sur l'axone, on enregistre le potentiel de repos. Et on remarquera en passant que les PPSE et les PPSI se propagent toujours avec amortissement, c'est-à-dire ils se propagent avec diminution d'amplitude. Question, comment peut-on alors obtenir un potentiel d'action au niveau de ce cône axonique et au niveau de l'axone? Pour l'avoir, on peut par exemple porter deux stimulations simultanées, une sur N1, une sur N3, sachant que la stimulation de N3 donne les mêmes enregistrements que la stimulation de N1. Et lorsque donc on porte simultanément une stimulation sur N1, une stimulation sur N3, si ces deux stimulations sont efficaces, on va enregistrer au niveau du corps cellulaire un PPSE et au niveau du cône axonique, on a un PPSE qui atteint le seuil de moins 50 millivolts et dès que le seuil de moins 50 millivolts est atteint, il y a l'ouverture des canaux voltage dépendants à Na+, une diffusion massive d'ion Na+, à travers la membrane de ce cône axonique et la naissance d'un potentiel d'action. Et ce potentiel d'action va se propager de son lieu de naissance, c'est-à-dire le cône axonique, jusqu'à l'arborisation terminale.